De parler à chaque fois de l'équipe de France, pour moi, c'est un plaisir. On vit le même instant. On oublie tous les problèmes de la vie. J'ai vécu tellement de choses fortes. On a besoin de ça, tu vois ce que je veux dire aussi, de vibrer avec une équipe, d'avoir mal avec une équipe. Ça fait qu'on se sent un peu tous concernés dans un même truc, quoi. Je souhaite à tous les joueurs de vivre ces émotions-là. Il y a les bons joueurs, les très bons joueurs. Qui voient tout. Les dieux du football. C'est Pelé, le premier. Après, il y a Maradona et Zizou. Je suis content d'avoir vécu à l'époque où Zidane a joué. C'était quelqu'un qui voyait tout avant les autres. Il y a la classe internationale, quoi. On se rend pas compte, je crois, du gonflé, de la maîtrise de l'art. Il fait pleurer, Zizou. Ça a fait vibrer le monde entier, quoi. Quel est le meilleur joueur de tous les temps en foot pour moi? Je dis lui directement. C'est la personne qui m'a fait rêver. L'envie de ressembler à Zidane. Batiston. Batiston. Moi, j'étais très fan de Giresse aussi, parce que moi, je suis petit de taille. Et tous ces joueurs-là qui ont marqué notre esprit. C'est des joueurs courageux, quoi. C'est des joueurs qui lâchent pas. Giresse qui est fantastique. Dominique Rocheteau. Trésor. Grambossi. Amoureux. C'est ces joueurs-là qui nous ont embarqués. Tigana énorme. Premier but de la Combe. But de Giresse, de Trésor. Vieira et Makelele. Barthez, Abdesailly, les Arazu, Thuram, Petit, Deschamps, Blanc, voilà, des guerriers, quoi. Thierry Henry. On retiendra tous les buts qu'il a marqués à l'équipe de France. Wiltord. Pires. Très très bon joueur. Trezeguet, c'est un renard de surface. Moi, je suis amoureux de Trezeguet. Deschamps. Ce mec est une star. Cantona. Fierté, j'ai dit charisme, j'ai dit passionné. Si on doit se la péter, il faut se la péter comme Cantona. Ginola, qui était un joueur fantastique. Jean-Pierre Papin, il rentrait sur le terrain, il était là pour marquer. Dans toutes les positions. C'est qu'il y a ce genre de joueur, tu vas avoir du spectacle. Un numéro 10. Je trouvais que Platini était un modèle, quoi. C'est coup franc magique. Comme si c'était des pénaltys. Bah c'était but, quoi. Platini, c'était Monsieur Plus, quoi. Concrétiser son sacre. Je pense qu'il a ouvert les portes au football français. C'est le grand joueur qui permet à une sélection d'aller au bout. Comme Raymond Kopa, la génération avant. On a eu des générations, et puis Zizou après. C'est ça. Quand vous possédez des joueurs de ce niveau-là, forcément, il va se passer quelque chose. Ma première émotion de football, c'est France-Allemagne. Voilà, c'est France-Allemagne, RFA à l'époque. 82. Voilà, j'ai 10 ans, je suis chez mes grands-parents. Je pleure comme un bébé. Je n'ai jamais vu des seniors aussi abattus après un match. Je suis allé dans les vestiaires. C'est plus une équipe d'hommes que j'ai vue. C'est une équipe de cadets, de minimes. Tous en pleurs. On était inconsolables. Et c'est bien de se sentir inconsolable quand on est battu. Quand on est battu comme ça, parce que quand il y a le jeu, quand il y a le suspense, quand il y a le match, tout le monde conviendra que ce match-là était extraordinaire. On est passé par tous les états, quoi. Déjà, on prend le premier but, je crois que c'est Littbarski qui marque le premier but. Donc bon, déjà, on a un peu le moral en bas, et puis il y a l'égalisation. Harald Schumacher, pour moi, c'est le coup de hanche de la tête de Batiston. Moi, je regarde juste la balle qui passe à ça du poteau, et pour moi, il a juste raté. Enfin, le goal est sorti, il a sauté. Voilà, j'ai même pas vu le choc avec Batiston. C'est après, quand on voit les images au ralenti, où on se rend compte que Schumacher, voilà, il joue l'homme. La tête qui part en arrière, la violence avec laquelle la tête de Batiston part en arrière, et ses mains. Et ses mains qui convulsent et qui se regroupent sur son corps comme ça, c'était choquant, hein, l'image, c'était... J'avais un peu la chair de poule de la violence. Je le vois, il bougeait plus, il était au sol, tout le monde s'affairait autour de lui, et on avait imaginé le pire. Il a une dent cassée, il est KO sur le terrain, et l'arbitre ne siffle pas. Il a rien vu, ou il a rien voulu voir. Là, vraiment, j'ai senti ça comme une profonde injustice. Pauvre Batiston, hein, mais en même temps, on est reparti dans le match, quoi. C'est Batiston, il sort, et puis voilà, on est en demi-finale de la Coupe du Monde, il va falloir gagner. Et puis ensuite, il y a les prolongues, et puis voilà, quoi, les deux buts, le but de Trésor, le but de Giresse qui est fantastique.
Giresse qui part comme ça. On se sautait dessus, nous à Marseille on appelle ça les moulons, on s'entassait dans le bar, il y avait des espèces de gros routiers allemands qui nous regardaient de travers. Marquer le troisième but, c'est terminé. C'est terminé, c'était dans la poche. Hein. Et puis voilà, les Allemands font entrer Rummenigge, qui nous en plante un déjà, et puis avec une envie de fou. Ils reviennent 3-2, 3-3. Quand ils sont revenus à 3-3, évidemment que je rêvais que les Français gagnent encore, mais pour moi, au fond de moi, je savais déjà qu'on avait perdu. Et on en arrive au tir au but. Et Bossis rate son penalty. Au moment où il rate le péno, il se met tout de suite accroupi. Et il se tourne. Et là, pour un seul penalty raté, les Allemands se qualifient et nous restons KO. Moi, j'étais dans ma bagnole, je vous jure que c'est vrai, j'avais mon volant, j'étais comme ça sur le volant, mais j'étais mort. Quand on mène 3-1, on peut pas perdre, on peut pas perdre. La question qu'on nous pose souvent, c'est de dire mais pourquoi on n'avait pas tenu ce score? Mais nous, on n'était pas une équipe à calculer. On était une équipe à jouer. Et après ça, il y a eu le football a été plus distant pour moi. Les défaites me faisaient moins mal et les victoires moins plaisir. Et nous, on peut appeler ça la nuit noire de Séville. La finale, c'était un rêve. Depuis longtemps et surtout depuis 82, depuis notre demi-finale où l'Allemagne nous a empêchés d'aller en finale. Donc on est là, et à Paris, chez nous. Et on vient de faire 4 matchs de qualité. Heureusement, il y a encore Platini. Platini qui tire un coup franc. Platini était un modèle quoi, dans le football et là c'est son apogée. C'est lui qui a dominé cette championnat d'Europe. Il a entraîné tout le monde, il a fédéré tout le monde. Le premier mot qui me vient quand je pense à Platini, c'est coup franc. Il mettait des coups francs quand j'étais petit, voilà. Dès qu'il y avait un coup franc de Platini, on avait l'impression qu'il allait mettre un penalty. Un Platini qui, quoi qu'il arrive, s'il y avait un coup franc, c'était but, quoi. On ne sait pas ce qui s'est passé. Il a mis un ballon avec dedans quelque chose, je ne sais pas quoi, qui a réussi à passer sous le vent d'Arconada, le gardien espagnol, qui est sorti juste derrière son dos et qui a permis de mener à 1-0, alors qu'on était en difficulté. Il reste 10 minutes à jouer, un joueur me fait un signe, Battiston, en ayant l'air de dire « changez-moi ». Je dis à Manu Amoros, allez, va sur le terrain, remplacer Battiston. Battiston vient s'asseoir à côté de moi. Puis je lui demande, qu'est-ce que tu as? Je n'ai rien. Putain. Comment t'as rien? Mais tu sors, t'es chaud, c'est un joueur froid qui rentre sur le terrain, et il reste 10 minutes à jouer. Il m'a dit, j'ai voulu que Manu Amoros, j'ai voulu qu'il ait sa part de finale. Un joueur. Il est sur le terrain. Il va être champion d'Europe. Il reste quelques minutes à jouer. Il laisse sa place. C'est un seigneur. Et puis, quelques minutes avant la fin, Bellone, avec son fameux pied gauche, il fait une frappe qui lobe le gardien espagnol, qui nous donne enfin une sécurité 2-0 à quelques minutes de la fin. Ouf! On joue très très bien au football et en plus on gagne. Ce qui était jusqu'à présent, qui n'existait pas dans le football français. On a ramené ce premier titre à la France, qui a toujours été tout près d'obtenir cela et qui ne l'a jamais obtenu. Donc enfin, pour une fois, la France était championne d'Europe. Ouf! De toute ma vie, c'est un des plus beaux matchs. Dans l'adversité, dans le fait de dire que ce sont deux équipes qui, à cette époque-là, se craignaient et en même temps aimaient jouer. C'était les plus belles équipes, deux plus belles équipes du moment et qui ont réussi à nous donner un spectacle énorme. Je crois que jusqu'à maintenant,
même si la France était championne du monde, ils n'ont jamais pu donner ce rendement-là comme à l'époque. Pour moi, c'est une très grande joie aussi. Mais je me rappelle vraiment qu'on avait gagné au pénalty, ça c'est quelque chose qui m'avait marqué. Que lui rate un penalty, ça me touche, ça me faisait mal. Donc là, beaucoup de tristesse, mais après il y a le Brésilien qui rate, donc c'est génial. Puis il y a Luis qui marque à la fin, donc... Peut-être que c'est un souvenir érotique, maintenant je me le dis avec le temps. Luis Fernandez qui portait son short sous les côtes. Et il met le penalty au Brésil. France-Bulgarie. C'est un match terrible, ça. On fait un parcours exceptionnel. Je sais pas si vous voyez, on perd pas un match. Ça roule, on bat tout le monde. Même aujourd'hui, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est une cicatrice qui est encore présente chez moi. Puis ils avaient une génération mortelle. Ils auraient pu faire des choses extraordinaires. Ils avaient Cantona, Ginola, Papin, Boli, De Sailly, Blanc. Il y a Petit aussi qui était déjà là. Jocelyn Anglomar. Oh là là. Non, ils avaient une équipe de fous. Et puis derrière, bon ben... Et on s'est fait prendre par un petit peu la pression du résultat et on s'est mis trop à réfléchir pendant les dernières minutes et on a joué avec la peur au ventre. 30 secondes à jouer dans le temps réglementaire. La France est qualifiée match nul à 1. Et Ginola perd le ballon sur le côté droit sur un centre, récupéré par un Bulgare. Et derrière, une contre-attaque qui remonte le terrain. Je sais pas, il doit s'écouler 5 secondes. Kostaninov rentre côté droit. Il enchaîne une frappe, premier poteau, lucarne. La main peut rien y faire, elle est juste exceptionnelle. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Encore aujourd'hui, on est KO debout. Hein. KO debout quand je vois ce ballon au fond des filets. Quand ce but est arrivé, les bras m'en sont tombés. Je savais plus, j'étais ailleurs. Qui connaissait Kostadinov qui marque ce but? C'était qu'un mec de l'Est qui jouait dans un club minable, je sais pas où. On avait rien à foutre. Mais qui avait peur de la Bulgarie avant? Et je les vois encore tous les uns sur les autres, les Bulgares à fêter. Et et tous les autres Français avec les mains sur leur tête parce qu'ils avaient compris quoi. 3-3, et même avec les arrêts de jeu, tu peux pas revenir quoi. On est complètement abasourdi, KO debout, sans réaction. On se demande ce qui nous est arrivé, on ne sait plus où on en est, on ne sait plus où on est, on ne sait plus ce qui nous arrive, on ne sait plus. On a un déséquilibre total. Le soir, on était complètement hébétés, on se demandait si on avait joué ce match-là. J'ai vraiment eu très mal, mais pas tout de suite pour Ginola parce que je n'avais pas conscience que c'était genre de sa faute. Quand tu vois l'action, c'était les 11. Ce que je trouve lamentable par contre, c'est d'avoir accablé Ginola. Qui était un joueur fantastique et qui est talentueux comme on a rarement eu en France. C'est terrible, terrible. C'est un cauchemar terrible. On est au fin fond du trou. Hein. Allez, hop là. On lâche rien. Allez, Lina.
Après, c'était France et Croatie et c'est toujours très particulier pour moi. La Croatie, pays de mes origines. Moi, encore aujourd'hui, j'ai pas l'impression qu'on fait une mauvaise première mi-temps. Ah, tu parles. C'est-à-dire à n'importe quel moment, la Croatie pouvait marquer et nous éliminer de notre propre mondial. À n'importe quel moment. C'était un match tendu. C'est ce que dit l'entraîneur, ce que dit Méjaquet. On voulait perdre le match. Comme ça, on va le perdre. Aucune chance! Mais aucune chance, les gars! Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de qui? Peur? Mais vous allez perdre, les gars. Je vous le dis, vous allez perdre, vous n'avez pas de souci à vous faire. Et on prend de suite le but en rentrant. Un ballon pour d'abord Souker face à Fabien Barthez et c'est le but! Ce but nous fait du bien. Sur le moment, nous fait du mal, mais pour la suite du match, nous fait du bien. Donc derrière, on se met un peu plus de pression, quoi. On se fait bouger à la mi-temps, on prend le but. On perd, mec, et c'est à cause de ce mec-là, tu vois. Et ce mec-là se bat et tu vois qu'il se bat en plus sur le terrain, tu le vois. Tu rames le fait qu'il ait fait, entre guillemets, la boulette, parce que c'est lui qui remet en jeu le Croate, sinon il y a hors-jeu. Ouais, enfin, il se sent fautif sur le premier, peut-être, certainement, c'est vrai. Mais ça veut pas te sentir fautif sur un but et de là à dire je vais marquer 2 buts. La France va perdre si on fait rien. Et c'est un arrière droit qui remonte tout pour mettre un but. À goal, tu vois. J'ai gueulé. Voilà, je sais plus ce que j'ai dit, tu vois. But, peut-être. On était tous en folie. Je t'ai dit, on s'est attrapés dans les bras, on était en folie parce que c'est là qu'on a commencé à sentir que c'est bon. Là, plus rien n'allait nous arrêter. On était tous unis, on allait tout péter. Et j'arrivais pas à le croire. Parce que déjà, quand il met le premier but, tu dis, il a égalisé, chapeau, chambé. Ce serait fou qu'il en mette un second. Ce serait. D'ailleurs, ouais. C'est impossible. C'est que dans les films, genre, tu vois. Personne n'y pense. Rabbi à ce moment-là, il regarde la télé comme ça, et il voit Thuram. Il y a le but, et ça reste l'intention du but comme ça, content, jusqu'à qu'il se mette à genoux et qu'il fasse ça. Là, pour moi, c'était. Ah, pour moi, j'ai gueulé, je crois. Je me rappelle, je crois que j'ai gueulé. Et j'ai larmes aux yeux, là. J'ai larmes aux yeux. Parce que là, je comprends comment le maillot bleu, il sublime un joueur. Thuram, c'est l'image la plus forte de la Coupe du Monde pour moi. De voir un mec, un défenseur, tu vois, marqué. Déjà, tu sentais que le mec avait été peiné, tu vois. Donc tu le sens plus humain. Tu te dis, putain, ce serait comme moi, je ferais du foot et tout. Un but est rentré à cause de moi. Je me tue, tu vois ce que je veux dire. Je me défonce pour essayer de rattraper le truc ou pour plus rien laisser passer. Il a fait mieux que ça. Il a mis 2 buts. C'était vraiment qu'il y avait que ça pour le sauver, quoi. Sinon, il aurait été incendié de toutes les manières. Le mec, il le dit à l'entraînement. Même à l'entraînement, il tape du gauche, il n'en met pas une dedans. Là, dans le même match, il frappe 2 fois, dont une du gauche de 20 mètres de l'intérieur. Il te la met petit filet en la brossant, il enveloppe la balle. C'est ce qui est incroyable d'ailleurs. Jamais marqué de but, il arrive et marque 2 buts. C'est magnifique. Faut le vouloir, faut le provoquer parce que ça vient pas tout seul et c'est avec l'envie que voilà qu'il y a ces choses-là qui arrivent. L'envie de se dépasser, quoi. Presque de se dire qu'on a une chance inouïe, incroyable, unique, de pouvoir écrire notre histoire, quoi, tout simplement. Tout le monde qui se lève, on commence à voir petit à petit que ça commence à monter, et là on s'est dit il se passe quelque chose. Tu dis ben voilà, la France est en finale, quoi. Finale de notre Coupe du Monde, quoi. On joue la plus grande équipe du monde qui est le Brésil. Cette journée, elle est longue, quoi. Avant d'arriver à 20h, tu vois, tu te dis, putain, quand est-ce que ça va arriver? Et en même temps, quand tu y es, t'as pas envie que ça passe trop vite. Et c'est une sensation assez bizarre. Ouais, fantastique. Bah oui, parce que tu as le bus, t'as 50 motos, les gens sur l'autoroute arrêtés sur le bas-côté, tout au long. Alors, je sais pas combien de kilomètres entre le Stade de France et Clairefontaine. Il y aurait peut-être 60, 70, j'en sais rien. Fantastique. Fantastique. C'est tout le long. Des gens, des millions de gens. On est en finale, on va peut-être manquer la finale, il faut faire attention quand même. On va pas être à l'heure, il faut faire gaffe. On est sûr de notre coup. Je sais pas, mais je pense que dès le départ, on sent qu'on rivalisait largement. On sent pas la tension et la pression du peuple. Au contraire, ça nous amène une vraie sérénité. Notre entraînement du matin, il est incroyable. Il est juste incroyable. C'est-à-dire qu'on prépare tout sauf une finale de Coupe du Monde. Quand on regarde l'entraînement, on a l'impression qu'on va jouer contre, je sais pas moi, les pompiers du coin, quoi. C'est vrai. Un match amical ou... Vraiment.
On avait une telle envie et une telle motivation que ça pouvait être qu'un bon résultat pour nous. C'est un moment assez privilégié quand même. C'est pas on est chez nous devant la télé, là d'un seul coup c'est France-Brésil et t'es au stade. Grand moment de football. Ouais, à ce moment-là, on mangeait football, on buvait football, on était football là. On était plutôt chaud et dans l'ambiance du stade où non, il y avait, je me souviens, une bête d'ambiance. J'étais en train de vivre un truc un peu, des choses que tu vis où tu sais pas trop si c'est réel, quoi. On est vraiment final à la Coupe du Monde, c'est vraiment le Brésil, la France, mais c'est quoi ce truc de fou? Et je suis vraiment là. Ça se passe pas à la télé au Mexique et où t'es en train de regarder avec le décalage horaire, tu vois. T'es vraiment dans l'enceinte du stade, donc c'est à demi-réel tellement le truc il est beau, tu vois. Moi, on attendait que je marque. On a dit oui, Zidane, il est bon, et machin. Mais Zidane n'a pas marqué. Il faut un moment ou un autre être capable de faire gagner son pays. La veille, c'est Laurent Blanc. Il me dit, écoute, je te garantis que s'il y a un match à choisir, c'est celui-là, hein, pour marquer un but. Hein. À l'époque, j'ai 26 ans. Je suis certes numéro 10 d'équipe de France, mais bon, je suis encore un jeune, machin. Blanc qui rentre dans la chambre, ça fait à la fois du bien et à la fois, bon, ça met un coup de pression. Mais écoute, tu sais ce qu'il te reste à faire. Et bon, le message apparemment était bien reçu. Premier but. Tout le monde saute partout, mais c'est infernal le bruit qu'il y a chez nous. C'est presque, on est fou. On se tient, on crie par le balcon, on a même pris des casseroles. J'ai dit c'est impossible. Je dis c'est un coup de bol, on va se faire taper. J'étais sûr de toute façon, pour moi, d'arriver en finale, c'était déjà la gagner. Et je dis France-Brésil en finale, but de Zidane 1-0. Donc quand j'étais au stade et que Zidane marque le premier but, j'ai commencé à me dire je vais peut-être changer de métier, essayer de faire soit pronostiqueur, soit essayer d'arnaquer des gens en leur disant que j'arrive à lire dans une boule. Juste après le but, en fait, le fait de sauter la barrière et de revenir, j'ai l'impression comme d'être soulagé, quoi. Mais énervé à la fois, dire purée, mais j'avais besoin de ça, quoi. J'avais besoin de marquer un but. Ça y est, quoi. Numéro 10, by number 10, Zinedine Zidane. Ensuite, il y a le deuxième but de Zidane. Bon, bah, qu'est-ce qu'il y a? Il y a mieux encore après? Ou c'est possible? Ou... Quand Zizou a mis le deuxième, j'ai jeté des trucs. C'est le scénario idéal, quoi. C'est quoi ce truc de fou? Ça va pas s'arrêter, machin. C'est encore pire, on commence à mettre la musique, on a gagné. J'ai cassé mes lunettes, j'ai chialé, j'ai chanté des chansons de Sylvie Vartan. Je saute, je crie, c'est oh! Je réveille les voisins, je crie partout, je prends mes collègues, je les serre fort, j'ai des morts même des fois, j'en ai des morts. Mon deuxième but, c'est ça. J'ai le sourire, j'ai la patate jusque là, quoi. Je sens que je suis... Voilà, ça y est. Et qu'il peut rien nous arriver, parce qu'après c'est fini. 2-0 à la mi-temps, rentre à la mi-temps, il peut rien nous arriver. Donc mi-temps, il reste 45 minutes, voilà, faut pas que les Brésiliens ils plantent tout de suite. Et qu'on commence à être un peu en déconfiture, parce qu'on a peur, machin, mais c'est pas ce qui se passe, quoi. Derrière, on était sûr, quoi. On avait une solidité défensive en dehors de Barthez qui était déjà exceptionnelle. Ce mec-là, il avait peur de rien, quoi, sur le terrain. Fabien Barthez, il sortait à hauteur des gars. Enfin, il fait l'arrêt de Ronaldo à bout portant, il fait la sortie où il passe par-dessus. Sentant le chaos définitif, servi par Vieira, Emmanuel Petit. Oui, oui. Comme en plus par magie, il cloque le troisième à la fin pour juste dire que 3-0 c'est encore plus beau que 2-0. Enfin, ça claque, tu vois. 3-0 c'est punition quand même. Là, on est champion du monde, hein, je peux vous le dire. Hein. On y est là. Hein. Il est encore plus beau comme ça. Charles, c'est la France
est championne du monde. T'es dans les tribunes du Stade de France, il se passe des moments, t'es pris par l'ambiance, t'as des gens autour de toi, tout le monde s'embrasse, s'enlace. Je veux dire, tu partages l'émotion, t'es emmené, c'est... Et on est champion du monde, quoi. Oui, je sais pas quoi dire de plus. Une fois qu'on sort d'une Coupe du Monde comme ça, qu'on a gagné, qu'on sort du stade, c'est pas une sensation d'invincibilité, mais c'est un bonheur. On nous l'aurait dit avant, on t'aurait dit arrête, c'est des conneries. Un jour, on va battre le Brésil en finale d'une Coupe du Monde 3-0, ouais, c'est dans un film. Mais le football, c'est plus fort que le cinéma. C'est comme si on regardait un film et Thierry Roland, c'est la voix off du film. Comme quand il a dit au 98, après ça, on peut mourir, je pensais à la même chose. Même le soir même, c'était pour nous... on a vraiment senti à ce moment-là que on avait fait un truc qui restera et qui marquera l'histoire. Apparemment, la dernière fois qu'on a vu une liesse populaire comme ça, c'était pour la Libération, apparemment. Voilà, quand tu vois 1,5 million de personnes dans les rues pour fêter ça, c'est ça qui est incroyable. Ça donne un chair de poule de voir autant de gens sur les champs, fêter la victoire, c'est tout simplement magnifique. Tout le monde est copain. Je t'ai jamais vu, mais on est tous copains, on se tient tous dans la main, on est tous bras dans les bras. Il y a des pleurs, il y a des cris. On criait, on klaxonnait, c'était des moments magiques. C'est que dans les rêves. Je suis d'une génération où les rebeux, on rentrait ni en boîte, on rentrait pas dans les cafés quasiment, on nous virait du McDo. Je me suis fait dire virer du McDo à mon époque, moi. Aujourd'hui, c'est plus cool. Et en 98, on était à la fin de tout ça, mais de voir Zizou président sur l'Arc de Triomphe... Zizou président. Ouais, c'est n'importe quoi, mais bon, c'est marrant. Pour la blague, c'était bien de le voir sur l'Arc de Triomphe, c'était bien de voir ça. Que Zizou embrasse son maillot après ses buts, c'est fou. Tu joues pas pour toi à ce moment-là. Tu joues pour tout le monde, tu joues pour ton pays. À ce moment-là, tu peux pas embrasser tout le monde, t'embrasses ce maillot qui représente ton pays. C'est là que j'ai compris l'importance de l'équipe de France, socialement, pour la France, que ça allait... C'est la première fois que j'ai vu des Kaira prendre des CRS dans les bras, et avec les CRS et les Kaira, le sourire, les larmes, c'est fou, ça va au-delà de tout. De l'avoir écrit quand même, et de l'avoir fait, c'est pour nous, ça restera énorme. Ouais. Tu marches sur l'eau. Moi, ça a été un vrai déclic. C'est à ce moment où j'ai compris que c'était à portée de main aussi, quoi. Nous, Français, d'être des grands champions, et peu importe la discipline. On oublie tout. On oublie qui est son voisin, on oublie si c'est mon pote, de quelle couleur de peau il est. On est tous au même stade, au même niveau, on vit le même instant. Même mes voisins avec qui je suis embrouillé, même s'ils me font la bise, quoi. Ce moment-là est particulier. Nous, quand on est dans un quartier, on voyait l'équipe de France, on était fiers. Il y avait des blancs, des noirs, des rebeux. La couleur de l'équipe de France, pour nous, c'était une fierté pour nous. Mais un sentiment d'être représenté, tout simplement, tu vois. Tu es représenté. Et pour un mec, en tout cas comme moi, qui vient de quartier et tout, ça fait du bien. Tu vois, on était habillés avec le maillot de l'équipe de France, on sautait ensemble en train de faire la fête. Et je trouvais que ça, c'était la plus belle image, le plus beau message qu'on pouvait montrer au monde. Là, on est tous unis. D'un seul coup, là, c'est mortel. On s'embrasse, on est tous sur les Champs-Élysées, il n'y a plus de racailles, il n'y a plus rien. Tout le monde s'aime, c'est génial. Mais voilà, malheureusement, on se rend bien compte avec ce qui se passe aujourd'hui que c'est éphémère. Et puis ça dure peut-être un mois ou deux, mais c'est génial. Tout à fait, ce mois-là ou deux, il était appréciable. Pour la première fois, j'ai entrevu que ce pays pouvait fonctionner avec tout le monde. On a senti que tout le monde était heureux, qu'on était tous ensemble, que tout le monde était uni. Ça a duré 3 mois. Puis Footix s'est envolé et les bonnes vieilles choses ont repris leur cours normal. Écoute, il n'y a pas eu mieux depuis, quoi, tu vois. Puis on a eu la chance, nous, d'enchaîner derrière avec l'Euro 2000. Donc on était vraiment dans un état de grâce. La plus grosse émotion pour la finale de l'Euro,
2000 que pour la finale de la Coupe du Monde parce qu'il n'y a pas eu le même suspense, il n'y a pas eu la même émotion. France-Croatie, tu t'as aimé? France-Paraguay, t'as aimé? À part France-Brésil. Mais t'as aimé ces matchs? 2000, on gagne avec la manière. Les Français, après la Coupe du Monde de 98, ils disaient mais ramène qui tu veux, on va les écraser. Tout le monde a peur de nous. On n'a jamais connu ça. De toute façon, derrière, on prend pas de but. Au milieu, on ferme le jeu et devant, on a toujours un exploit. J'étais rempli de joie devant certains matchs, notamment le France-Italie. Paradoxalement, contre l'équipe que je supporte, mais qui pour moi restera peut-être mon plus grand souvenir de l'équipe de France. C'était le match que je me rappellerai toute ma vie. J'étais en Sicile avec Akhenaton. Et on faisait un concert au centre de Palerme pendant la période de l'Euro. Et la Sicile, je sais pas s'il y a des gens qui connaissent, tu vois, il y a un côté où c'est vraiment bourgeois, des grosses villas, et même pas juste une petite rue après, c'est les favelas avec des chiens balafrés, on dirait qu'il y a des bombes qui sont tombées et tout ça. J'étais au milieu de plein d'Italiens, et on était 4-5 à être à fond derrière l'équipe de France. Fallait pas trop montrer que tu étais pour l'équipe de France, je te le dis. L'Italie marque des coups de feu dans tout le quartier. J'entendais des fusils à pompe, des mitrailleuses. Les mecs qui sortaient de leurs fenêtres, boh, ça tirait. Moi, en plus, j'étais tout jeune, j'étais comme ça. Je me retourne, je regarde les gars derrière, mais je dis, mais où vous nous avez amenés, les gars? Vous voulez que c'est des guet-apens sur nous? On s'est tous regardés, on a dit, on va pas sortir. Si jamais on marque, on va pas sortir. Là, la 91e, on est encore derrière. Et c'était perdu, quoi. L'équipe adverse est un peu arrogante parce que célèbre un peu avant la fin du temps. Ils se tenaient sur le banc, ils attendaient le coup de sifflet final et pour eux, ils avaient gagné. Tu t'en vas, tu fais tes affaires, tu pars et d'un coup, tintin. Et tu reviens. Tu fais, mais c'est pas possible. Wiltord, je revois l'action comme si c'était hier, le but qu'il met. Il a eu un sang-froid de fou. Qu'est-ce qu'il fait Trezeguet? Pourquoi il arme une reprise de volet? Bam. Quand il y a eu les deux buts de Wiltord et de Trezeguet, j'ai eu un petit moment électrique qui est arrivé. Je me suis dit, wow! On a manifesté notre joie, mais très discrètement, tu vois. À ce moment précis, je me suis assis. J'ai vu les têtes mafieuses de tous ceux qui étaient autour de moi. Je me suis dit, on va se calmer. Et depuis ce jour, j'ai dit, bon, je ne regarderai plus un match. Équipe de France contre une équipe internationale ailleurs, dans le pays de l'adversaire. Plus jamais. Fini. Surtout pas en Italie. Et ce qui fait la différence, c'est nos remplaçants. Tu vois Wiltord rentrer, quand tu vois Pires, quand tu vois Trezeguet, c'est les trois qui font la différence. Et Trezeguet qui vient vers le coin français où on est et qui enlève son maillot et qui a une tête d'extraterrestre. Mais pas besoin de le vanner parce que nous, on a tous des têtes d'extraterrestres. On est parti à 1h du matin de là-bas, on dansait, on faisait n'importe quoi, c'était super. Qu'est-ce que c'est bien quand c'est comme ça. Tu domines pas le football pendant... Gagner 2 Coupes du Monde de suite, ça n'existe pas depuis le Brésil. Donc voilà, on a fait notre temps, quoi. Ça 4 ans, 6 ans, voilà. Tu peux pas marcher sur l'eau si longtemps, quoi. Je veux dire, ça dépend d'une... Je veux dire, l'alchimie, il fallait qu'il y ait tout, quoi. Tu vois, d'un coup, il n'y a plus Jacquet, il n'y a pas même... Tu vois, c'est pas que lui, mais il n'y a plus lui. Il y en a d'autres qui partent, il y en a d'autres qui arrivent. Et des fois, par exemple, tu peux peut-être tomber dans la satisfaction, dans la facilité, et tu relâches un peu, et tu te crois trop fort, et tu fais peut-être pas les efforts qu'il faut pour gagner. Et même les efforts que tu as fait avant, tu fais peut-être plus, tu baisses le rythme, et tu le payes cash à ce niveau-là. C'est ce qui s'est passé, je pense, en 2002. Ils ont vraiment commencé à faire des pubs à la télé, dans les journaux, et ils ont commencé à avoir plus de contrats perso, et je pense que ça a un impact aussi maintenant sur le sport en général. On se dit qu'on a déçu quand même pas mal de monde, et après ça peut donner un peu de motivation aussi pour retravailler derrière, pour faire mieux la prochaine fois. J'ai arrêté 1 an, et en fait pendant 1 an, je me suis dit c'est pas possible. Si tu continues à jouer avec ton club, tu dois jouer avec l'équipe de France. Je m'aperçois qu'en fait c'était du n'importe quoi. Parce qu'en fait un joueur de haut niveau, il peut pas arrêter une compétition, jouer une autre. Il a besoin d'être au top tout le temps, de jouer tous les 3 jours. Si t'es pas dans cet esprit-là, tu peux pas être bon. Et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que j'ai eu une année, moi, difficile, 2005. Il fait une saison de merde avant au Real où il glisse sur des balles, il fait des trucs assez extraordinaires. Et quoi? Et il y a rien. Et il se passe rien. Et j'ai l'impression, en fait, justement d'être plus haut niveau, en fait. Et c'est pas possible.
Donc je reviens tout naturellement. Et là, il revient, il est au top. Pour moi, 2006, c'était clair dans ma tête. Il s'est préparé comme jamais. Comme jamais. C'était un véritable compétiteur. Moi, j'ai mis 1 an à préparer 2006. Tous les jours, je me préparais pour ça. Je me suis mis comme objectif que je voulais gagner encore une Coupe du Monde. Même si c'est difficile, personne croit, machin. On l'a tellement critiqué. Les gens, je me rappelle, dans la presse espagnole, ils disaient qu'il était vieux et qu'il était foutu. Que les Espagnols disent on va le mettre à la retraite. Il marque, il montre qu'il est solide, qu'il est costaud. Putain, t'as vu ce qu'il leur a fait? En 2006, quand tu redemandes à Thuram, à Zidane de revenir, ça c'est là tu vis sur du positif. Des mecs comme ça, quand ils reviennent dans l'équipe de France, automatiquement, il y a des ondes qui viennent. C'est vrai que ça vient, quoi. On sent et on a l'impression que ça monte en puissance. Les autres, bon merde, Zidane est revenu, excuse-moi, donc respect quand même, donc je dois me décarcasser. Ils sont revenus, on a revu la ferveur qu'il y avait en 98, le côté uni qu'il y avait dans la nouvelle équipe. Et ça, c'était magnifique. Dieu est de retour. On joue contre les champions du monde. Quand même, on a des joueurs. On est pas trop mal quand même, quand on regarde. Et ces matchs-là, en fait, t'as rien à perdre. T'as juste à jouer ton meilleur niveau, ton meilleur football. Ce qu'il faut signaler, c'est qu'avant, contre l'Espagne, je me fais mal en fait en marquant mon but. Je sens quand même que physiquement, je peux être un peu diminué. Et en fait, la première action, je sens que je suis bien, quoi. Mais la première action contre le Brésil, tu dis mais qu'est-ce qu'il a celui-là? Non mais ça va pas, non, mais vraiment il respecte le Brésil, quoi. Il les a souillés, quoi. On a l'impression de survoler le match, quoi. À 34 ans, peut-être que il va pas avoir les jambes, il va pas si, puis là c'est un balai, quoi. Le mec, Ronaldo qui arrive, il te met un grand pont, l'autre il arrive, il te fait des jeux de jambes incroyables, on dirait qu'il jouait, il avait encore 25 ans, tu vois ce que je veux te dire? Une harmonie parfaite. Il danse, qui fait des sombreros, des trucs. Il met la pression au Brésilien, mec. Tu vois ce que je veux dire? Le Brésil, moi depuis tout petit, pour moi le Brésil, c'est eux les champions. C'est le seul Brésilien sur le terrain, c'est Zizou, et c'est ce qu'avait titré la Gazeta dello Sport brésilien. Ah, c'était le Brésilien du match. Ah ouais, c'était incroyable. Là, il t'en met... Là, quand t'es devant, tu dis chapeau, mec. Hein. Ouais, moi je suis même très bon d'ailleurs. Non, c'est vrai. Avant, je me lassais pas des fleurs, aujourd'hui je m'en lasse parce que c'est fini, donc... C'est peut-être là que le verrou brésilien va sauter. Le coup franc de Zidane avec Thierry Henry. Et le but de Thierry Henry pour l'équipe de France qui répond à ce coup franc de Zidane. Thierry Henry qui marque là et qui met le Brésil KO, servi par le stratège Zinedine Zidane. Il a fait une leçon au monde entier en disant « Oui, je suis le meilleur joueur de tous les temps. » Oui. Après, bon, moi j'aime beaucoup Maradona aussi, mais il est quand même le meilleur joueur de tous les temps et il a le meilleur accent du monde aussi. C'est peut-être sa meilleure partition, mais il y en a eu tellement d'autres. C'est peut-être la meilleure. Mais la meilleure aurait été contre l'Italie, ouais. Je me dis que c'est mon dernier match et que quoi qu'il arrive, ouais, j'arrêterai sur cette finale. Personnellement, j'avais qu'une envie, c'était d'aller le plus loin possible de pouvoir gagner la Coupe du Monde encore une fois. Je suis serein, je suis tranquille. J'aurais jamais tiré ce penalty de cette façon-là si j'étais pas tranquille et bien dans ma tête. En face de lui, il y a Buffon, quoi. C'est le meilleur gardien du monde. Zidane va-t-il choisir le même côté? La frappe de Zidane, ouais, c'est dedans. Quel joueur peut faire une panenka comme ça en finale de la Coupe du Monde? C'est énorme. Dans cette finale face à Dali, elle est rentrée. Soit il est taré, soit je sais pas. Voilà, il se dit allez, c'est ma dernière. Bon, il est un peu égoïste peut-être en finale aussi. Comme tout va s'arrêter, je veux que tout soit bien et parfait. Mais là, il a marqué l'histoire. Il avait fait une panenka un peu foirée d'ailleurs, où il triche. Hein. Il lève la main, genre elle est rentrée, il a rien vu. Hein. Elle est rentrée, si. Il a peur, quoi. Parce qu'il a fait la louper quand même. Hein. Il a fait la louper à sa panenka Zidane, mais bon, c'est là que tu vois la marque des grands joueurs. J'imagine s'il avait marqué sa tête face à Buffon, sur le centre de Sagnol, là, que Buffon lui sort magnifique.
Ah putain. Non mais c'est cette finale, putain, tu me remets dans le truc, quoi. Le mec, il se fait péter le bras, on dirait Rambo. Il arrive, quoi. Il a la force pour se jeter et mettre une vraie tête, quoi. Une vraie tête, boum. Et l'autre bouffonne, là, quel enfoiré, il nous l'a bien mis dans cette action extraordinaire. Là, je la revois. C'est une action, waouh. Quand Buffon va la chercher, derrière, il donne un power de fou à tous ses coéquipiers. En 2006, c'était bien parti pour nous faire rêver. C'était en train de se rapprocher. Moi, j'étais déjà en train d'exploser chez moi. Et puis quand j'ai vu France-Italie, je me disais, ça y est, on est champion du monde. Déjà, dans un premier temps, c'est l'égalisation des Italiens. Ça reste un coup dur alors qu'on dominait le match, qu'on méritait pas de prendre ce but et de revoir les Italiens revenir au score. On avait le match en main, on avait tout. On allait rebattre les Italiens, être champion du monde encore. Et coup franc contre Del Piero. Alors qu'un autre Italien est resté à terre. Choc peut-être avec David Trezeguet. L'arbitre assistant a-t-il vu quelque chose? Attention, mais c'est aussi l'un des tournants de cette prolongation. Il y a quelqu'un par terre, on voit pas tout de suite ce qui se passe, on sait pas tout de suite. Parce que Buffon est venu voir l'arbitre assistant de Monsieur Elizondo. Qu'est-ce qui a bien pu se passer, tu vois? Oula Zidane. Qu'a fait Zinedine Zidane? Ouf. Le coup de boule, c'est moi qui l'avais pris, quoi. Ça fait mal. Vraiment, ça fait mal. Aïe. Ça a dû aller loin, tu vois ce que je veux dire? C'est pas possible que comme ça, par énervement, ils mettent un coup de boule. C'est dingue, quoi, tu vois? C'est Zizou, quoi. Et là, à ce moment-là, pour nous, le match presque n'a plus d'importance. Le regard noir de Zinedine Zidane. C'est pas bien de l'avoir fait, mais ça peut s'expliquer et ça peut se comprendre. Quand on est sur le terrain, on est dans un état second et on est complètement différent. On est capable de tout sur le terrain. Je m'étendrai pas sur ça. Il y a un contexte derrière. Voilà. Il y a des histoires qui sont anciennes, voilà, c'est tout. Après, au bout d'un moment, on peut péter un plomb sur 1 seconde et demie. 2 secondes, il y a des choses qui sont dites et qui font référence à des choses qui blessent, et puis voilà, ça arrive. Je peux pas dire que j'ai les mêmes principes moraux que Zidane, je ne le connais pas. Mais à tout moment, je peux mettre un coup de boule à quelqu'un. Non, ça fait très peur de dire ça. Quand on voit la carrière de Zizou, on peut se demander si le bon Dieu par moment ne s'était pas réincarné chez lui. Non, ça reste un être humain. Eh ben, à un moment donné, vous connaissez Zizou, vous allez apprendre à connaître Zinedine. Je suis très en colère contre lui d'ailleurs, parce que c'est lui qui me provoque. Mais ça justifie pas le geste. J'ai des photos de Materazzi à la maison en poster avec que des fléchettes dessus. Des fléchettes, des insultes en bas. C'est pas forcément un mec qu'on aime beaucoup en plus. Et je pense qu'il a encore mal au plexus d'ailleurs. Il a des troubles respiratoires, il paraît aujourd'hui, et c'est bien fait pour sa gueule. Tu sais, c'est quoi l'image, moi, qui m'a déchiré le cœur? C'est l'image quand Zizou, tu le vois de dos marcher, la Coupe du Monde ici, qui va dans les vestiaires, qui regarde même pas la Coupe du Monde et qui marche. Cette image, elle m'a tué. Cet immense joueur dans l'histoire du foot aurait lui aussi sans doute préféré une autre sortie. Partir, rentrer dans le vestiaire comme ça et puis regarder mes copains terminer le match, c'est super compliqué, ouais. Il a une carrière qui est hors norme, donc il peut pas avoir une sortie dans la norme. C'était obligé qu'il y ait un truc spectaculaire ce jour-là. On peut en parler, on peut dire tout ce que l'on veut, c'est moi qui le vis, donc je le vis très mal pendant un petit mois. J'aurais pas de seconde chance en fait. Je sais que c'est fini. Dans cette Coupe du Monde de 2010, y a rien qui m'a fait plaisir, quoi. On a juste subi les répercussions de ce qui s'est fait avant. On n'allait pas être des génies du jour au lendemain. Avant même la Coupe du Monde, on était déjà bad. Ils étaient pas prêts, ils avaient jamais joué ensemble. Moi, je pense que péniblement, on peut passer le premier tour et après, ciao. Et si on passe le premier tour, on le passera salement. On est tellement supporters qu'on imagine que le jour J, on va arriver à sortir le meilleur. Et je pense qu'ils se sont donnés à fond, vraiment, sur le terrain. Mais le travail n'a pas été fait en amont avec le staff. On avait ces sensations de faux départ. Et la preuve, on n'a pas fini la course. On se fait trimballer par des Irlandais, la 50e nation, se faire promener techniquement. C'est-à-dire que la possession de balle, c'est eux qui l'ont, les Irlandais. Mais tu blagues ou quoi?
Donc la main, c'est la cerise sur le gâteau. C'est waouh. En plus, on y va en trichant. Ce sont des faits de jeu. Quand c'est un Français qui le fait, tout le monde en France dit oh, il faudrait rejouer, on est des grands seigneurs. Et quand c'est un Brésilien ou un Argentin, c'est la main de Dieu. C'est le réflexe. T'as le ballon qui est là, pouf, tu le touches de la main, tu l'emmènes. C'est le réflexe le plus naturel au monde. Marquer de façon illégale, ça nous est arrivé à tous, et à tous sportifs. Moi, j'ai pas plus eu honte que ça. L'Irlande, au match d'avant contre la Géorgie se fait escroquer, mais grossièrement. Donc alors quoi, on rejoue Géorgie-Irlande aussi? Parce qu'ils ont pas sifflé les pénaltys à la Géorgie? Là, tu t'arrêtes plus, tu rejoues tous les matchs. La main d'Henry, moi, ce que je trouve très triste, c'est surtout d'avoir pété les jambes d'un attaquant qui a tant donné à l'équipe de France. Et alors après, on fait 3 matchs amicaux, on se fait taper par l'équipe B de la Chine. Tu te dis, mais non, on n'y va pas, les mecs, vaut mieux pas y aller, là. Si on sait pas faire 3 passes, il y a quand même un problème. Je me suis dit, mais non, c'est pas possible, les gars, vous allez faire, il va se passer un truc. J'ai pas senti d'équipe, tu vois. Dès le départ, j'ai pas senti un truc. T'as pas l'impression que les mecs aiment jouer ensemble? Le manque d'envie qu'il y a eu en Afrique du Sud, là, c'était incroyable. Enfin, je veux dire, est-ce que c'est Domenech qui a enlevé, enfin, même sans lui, tu peux pas me dire que t'es pas motivé, même si la tactique elle est pas bonne. Moi, tu me fais quoi? Tu me fais moi jouer arrière gauche. Y a pas de problème. C'est la Coupe du Monde. La vie de ma mère, je vais les mordre. Raymond Domenech se cachait toujours derrière des espèces de formules, des trucs comme ça en interview. On lui posait des questions, il répondait toujours à côté. Comment avez-vous vu le match de la tribune? En plus, tu fais de l'humour, t'es pas drôle, gros. On vient de perdre, là. Arrête, t'es pas drôle. On a fait une bonne fin de première mi-temps et on a été combatif dans la deuxième, alors qu'on a perdu 2-0 et qu'on a été archi nul, incapable de faire 3 passes. C'est ça l'analyse que tu fais du... Bon, à un moment donné, non, ça va pas. Là, tu mets la rage à tout le monde. Parce que t'es pas en train de faire un combat avec les journalistes. C'est les Français, là, les mecs qui aiment le foot, là. On est devant, nous. Tu comprends ce que je veux dire? C'est toute notre vie. Pleure comme nous, s'il te plaît. Fais pas le malin. Viens et fais putain, on a raté notre match. Je suis con. Merde, on s'est trompé. Tu peux pas le dire ça au lieu de me dire ouais, on a fait quand même. J'ai vu des bonnes choses. T'as vu des bonnes choses. Waouh. La responsabilité de l'entraîneur est d'avoir entraîné des joueurs dans une stratégie de communication qui a fait monter un stress énorme. Je pense qu'Anelka a dit tout bas dans l'oreille à Domenech, enfin, je sais pas si c'est dans son oreille qu'il lui a dit, ce que la France pensait tout haut. Tu me casses les couilles avec ton système de merde qui marche pas. Donc après leur grève, tout ça, je pense qu'ils se sont pris un peu au sérieux après derrière. Ça a été dommage. Parce que c'est très bien. Franchement, la solidarité, moi je dis que c'est très bien. Ils ont eu raison d'être solidaires. Mais après la grève, c'est un peu paradoxal pour eux. Parce qu'à ce moment-là, ils ont tendance à se prendre pour une colonie de vacances. J'hallucine, quoi. Tu te dis, c'est pas possible que quand tu es en équipe de France, que tu puisses avoir un seul instant des idées aussi négatives, aussi farfelues que de pas vouloir t'entraîner. Incompréhensible. Inadmissible. Parce qu'ils ne savaient pas le statut qu'ils avaient, ces gens-là. Quand vous êtes en équipe de France, vous avez un statut exceptionnel. Vous devez le respecter, ce statut. Comme ils sont pas en civil, ils n'ont pas conscience. C'est parce qu'ils sont en survêtement, moi je pense. Ils ont tous le même ensemble. Ils se disent on va faire une grève. À ce moment-là, ils se sont pris pour des ouvriers. Et malheureusement, c'est pas des ouvriers. C'est des privilégiés qui jouent au football et qui gagnent très, très, très gracieusement leur vie. Vis-à-vis des gens, c'est insultant. Toute leur vie, ils vont y penser, ces joueurs. Toute leur vie, ils sont obligés d'y penser. Ils sont marqués à vie. Il y en a qui subissent encore des séquelles. Il y a presque de la haine à un moment donné. Je veux dire, ces mecs-là, tu leur en veux, quoi. Tu leur dis, les gars, vous êtes des trous du cul. Quand tu vois que Beckenbauer, il dit que la France a été indigne de cette Coupe du Monde, bon ben, on se la ferme, on ferme le vestiaire, on change les joueurs et on revient quelques années après. Je suis parti en Belgique, les mecs ils me posaient la première question, mais vous avez fait quoi en Coupe du Monde? C'est quoi cette grève? Et j'avais honte, je me sentais humilié. Là, je sentais grave le maillot bleu sur moi. On dit, t'as pas trop envie de me sortir. T'attends que Laurent Blanc, il vienne nous faire 2-3 trucs, là, on viendra ressortir la tunique. Hein. On a touché vraiment le fond, et sportivement, et au niveau du comportement. Et donc, après ça peut être que mieux. Il faudra s'en servir pour plus reproduire les mêmes erreurs et pour justement se rendre compte à quel point l'équipe de France est importante pour nous, parce que sans ça, ben, on n'est rien du tout. Ce qui est fait est fait. Donc maintenant, fais-toi une raison et savoure ce qu'il y a devant toi.
Quand tu me dis Laurent Blanc, je vois espoir, je vois professionnalisme, je vois passion. C'est un passionné. C'était pas comme l'ancien sélectionneur qui ne disait pas grand-chose. Lui, il te dit tout. Et en plus, avec un énorme respect pour les joueurs, pour son staff et pour le public. Et ça, j'adore. Il dit qu'il faut redonner le vrai bonheur de porter l'équipe de France. Ça a toujours été plus ou moins mon idole, donc une référence, parce que chacun a sa référence, que ce soit les attaquants, les défenseurs, les milieux. Et c'est bien que ce soit lui qui soit à la base du truc, en tout cas. De devenir sélectionneur de l'équipe de France, ça a toujours trotté dans ma tête. Maintenant, on y est. Et on va s'efforcer d'apporter, de partager ces moments que j'ai vécus moi personnellement, mais surtout de faire comprendre que c'est une génération qui doit vouloir faire quelque chose. On part sur une vraie base de 98. L'entraîneur y est pour quelque chose. On est une équipe de warriors. Je sais qu'on a les joueurs qu'il faut, quoi. On a en France une pépinière de joueurs. Il n'y a pas de souci. Le dernier match qu'ils ont fait, il y a eu du beau jeu. Ça faisait plaisir à voir. Ils étaient contents, ils étaient soudés. Et c'était une équipe. Il faut juste, après, laisser le temps au temps et que cette équipe se crée. Mais là, on est sur le bon chemin, quoi. C'est-à-dire que premier du groupe, il y a des victoires encourageantes, donc voilà. Et je sens que la prochaine Coupe du Monde, c'est peut-être pour nous. J'y crois, ils vont se qualifier, ils vont y arriver. On y croit, quoi. Surtout moi, j'y crois. Je me dis, t'imagines, je suis en finale, c'est moi qui marque. T'imagines, on est en finale, on gagne la Coupe du Monde. Il n'y a pas de raison. Moi, je suis archi confiant.